Bonjour à tous. Je pense qu'on peut commencer. Euh, je suis Léo Bulté de la société Sendao et c'est moi qui vais animer ce webinaire sur le contexte et les enjeux de la dématérialisation. Donc ça y est, on y est. Depuis le 1er octobre, la démat est obligatoire pour tout marché supérieur à 25 000 euros. Et donc l'idée de ce webinaire, ce sera pas forcément de rentrer énormément en détail sur chacun des aspects, mais plus d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui peut vous attendre, les points de vigilance et les changements qui vont survenir avec la dématérialisation. Pour ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à noter vos questions sur le chat que vous avez en bas à droite. Je ne répondrai pas au fil de l'eau, mais en revanche, à l'issue de la présentation, je prendrai un moment pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, on va parler tout d'abord du contexte de la dématérialisation. Donc, elle est obligatoire depuis le 1er octobre. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas la seule obligation qui arrive dans une logique à la fois de dématérialisation et de transparence de la dépense des deniers publics. Ça indépend, mais je pense que vous avez aussi constaté, selon la taille de votre entreprise, soit vous y êtes déjà passé, soit vous allez y passer à également la dématérialisation de la facturation. Et de la même façon, il va incomber au pouvoir public et au pouvoir adjudicateur d'autres obligations, notamment celle de la systématisation de la publication des avis d'attribution ou du suivi et de la publication des données essentielles au marché. Donc ça s'inscrit dans un contexte plus général. De la même façon, il y a également la création d'un code de la commande publique. Le code des marchés publics, tel qu'on le connaissait, a été abrogé il y a quelques années déjà. Et toutes les dispositions du code ont été reprises par des règlements et des décrets d'application. Mais en revanche, il y a une volonté de moderniser, d'uniformiser le contexte légal également dans le cadre des marchés publics. Parlant justement du contexte légal, on peut s'arrêter un peu sur les dates principales liées à la démat. Alors, on en a 4. La dernière, vous la connaissez évidemment. Depuis le 1er octobre 2018, toutes les procédures de passation des marchés publics doivent se faire en dématérialisé. C'est un processus qui a été assez long à mettre en place. Le premier jalon, c'était en 2010, où les acheteurs publics pouvaient exiger des réponses dématérialisées à toute consultation. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est à ce moment-là que vous avez entendu parler pour la première fois de la démat. En pratique, ça n'a pas eu un énorme impact. Il y a quelques sociétés qui s'y sont mises, mais très peu. Et le papier est resté immensément majoritaire à ce moment-là. La vraie date, qui est une date clé pour la démat et qui est peut-être la plus importante à retenir, au-delà du 1er octobre, c'est la date de 2012. À compter de 2012, les acheteurs publics ne pouvaient plus refuser une soumission d'offres électroniques. Donc c'était en application d'une directive européenne. Alors une directive européenne peut être interprétée de façon assez large et transposée assez librement par les pays membres de l'Union. Ce qu'a compris la France, c'était que pour se doter d'une passerelle donc de dématérialisation, pour pouvoir accepter une soumission d'offres par voie électronique, eh bien les acheteurs publics pouvaient se débrouiller. Donc il n'y a pas eu d'uniformisation, il n'y a pas eu une volonté d'avoir un support unique, comme c'est le cas avec Chorus pour la facturation électronique. Et donc vous avez une quarantaine d'éditeurs qui sont allés démarcher les mairies, les hôpitaux, les écoles, pour leur proposer leurs services. Aujourd'hui, le constat qu'on a fait chez Sendao, c'est qu'il y a cohabitation de plus de 400 passerelles différentes. Alors, vous avez certains éditeurs qui en ont, sur ces 400, développé une cinquantaine. D'autres, même des collectivités, qui se sont dit, non, moi, je veux arriver à faire ma passerelle maison. Et donc, qui ont édité eux-mêmes en interne une passerelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez vous retrouver à déposer en démat, vous allez avoir face à vous une multiplicité de passerelles. C'est un des principaux problèmes, on va évidemment y revenir. Mais voilà, pour comprendre d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation aujourd'hui, eh bien, c'est à cause de la transposition donc, de cette directive qui a été vue comme chaque acheteur peut décider de la passerelle de son choix. Ce qu'on va voir et ce que je vous propose de faire pour décortiquer un peu ce qui va changer en démat, eh bien, c'est d'observer ce qui va changer aux 3 étapes clés d'une réponse à un marché public, c'est-à-dire la composition, la signature et la transmission. Donc
Donc, si on commence par la composition, aujourd'hui encore, vous avez plusieurs possibilités qui sont offertes pour pouvoir candidater à un marché et constituer le dossier de candidature. Donc, pour la partie offre et technique, il n'y a pas forcément énormément de changements. En revanche, pour la partie administrative, il y a plusieurs options qui ont été tentées. La première, qui continue à être viable, ce sont les documents classiques, DC1, ATRI, etc., qui continueront à être acceptés dans la procédure dématérialisée. La seconde, où il y a eu beaucoup de communication autour, c'était le dispositif MPS, pour marché public simplifié, qui est un dispositif franco-français et qui visait à ce que vous n'ayez pas en permanence à renvoyer des documents au pouvoir adjudicateur si vous les aviez déjà fournis à une collectivité publique. C'était une belle initiative. Le problème, c'est qu'elle faisait doublon avec le DUM, qui donc pour document unique de marché européen, qui lui est une initiative européenne. C'est ce qui fait que le MPS va être abandonné dès avril 2019. Donc, gardez ça en tête si vous aviez l'habitude ou si vous vous étiez mis à candidater via la solution du marché public simplifié. À compter d'avril 2019, vous ne pourrez plus utiliser cette solution. On va passer un petit moment rapidement sur le DUM. C'est pas forcément l'objet d'y rester trop longtemps. Si vous avez des inquiétudes globalement par rapport au DUM ou si vous voulez en savoir plus, on peut organiser un webinaire spécifique sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à m'en faire part si ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir tout de même sur le DUM, donc c'est une autodéclaration de la compétence, de la situation financière, des capacités des sociétés qui va substituer en fait à l'enveloppe administrative classique. Parmi les intérêts, le premier c'est qu'elle est valable pour tout marché intra-européen. De la même façon, on va le voir que à chaque étape de la démat, il y a aussi une volonté d'européaniser les procédures et de faire en sorte que tout soit identique pour chaque pays de l'Union. Eh bien, le DUM sera identique et automatiquement traduit dans la langue de l'acheteur ciblé. Autre avantage, il est voué à être réutilisable. Alors, réutilisable dans une certaine mesure. Pour mieux comprendre, il y a trois parties, principalement dans un DUM. Vous avez une partie acheteur, une partie qui va avoir attrait à tout ce qui peut être l'équivalent de vos données URSSAF, quelque part, et une partie sur votre déclaration de compétences. L'objectif à terme, c'est que systématiquement, quand un acheteur passe une consultation, il vous fournisse un DUM avec la partie acheteur pré-remplie. Ensuite, qu'il y ait un espace qui soit accessible à toutes les entreprises pour stocker les données type URSSAF et pour remplir automatiquement la seconde partie. Et enfin, que sur soit les passerelles, soit sur le site de Chorus, soit sur le site de la Commission européenne, vous puissiez réutiliser un DUM préexistant pour le fusionner avec le DUM acheteur et pré-remplir également la partie autodéclaration de compétences. Pour ce qui est de la disponibilité sur les passerelles du DUM, il y a un test qui est en cours ou qui vient de se terminer avec 5 éditeurs des passerelles que vous allez rencontrer les plus fréquemment pour voir dans quelle mesure est-ce que c'est implémentable. Mais encore une fois, c'est 5 éditeurs parmi 40. Donc il y a encore un peu de temps avant que ce soit vraiment simple et que systématiquement, quand vous allez récupérer un DUM, tout puisse se faire automatiquement en un clic. Même chose, on se rend compte que si le DUM est obligatoirement accepté par les acheteurs depuis avril, il n'y a en revanche pas de date d'essai ou d'interdiction pour utiliser les documents classiques. Donc c'est quand même un indice qui nous pousse à penser qu'il y aura encore des évolutions sur le DUM avant qu'il devienne obligatoire. Donc si vous voulez vous y pencher, je vous invite à le faire et je pourrais même vous accompagner là-dedans. En revanche, si vous avez l'habitude de travailler avec vos documents classiques, il n'y aura pas de problème, n'hésitez pas à continuer à les utiliser, il n'y a pas encore de date d'interdiction de l'utilisation de ces documents. Donc voilà essentiellement pour la partie composition. Concernant la signature, donc ça c'est une vraie différence par rapport au papier, on va prendre une minute pour détailler la notion de signature électronique, qui n'est pas forcément toujours très claire. Alors comment ça fonctionne, la signature électronique? Pour signer électroniquement un document, vous allez avoir besoin d'avoir une clé de signature, donc, qui va vous être délivrée par une autorité qui a l'autorisation de délivrer des clés. Donc, je pense notamment à Chambersign, à Certigraph. Vous avez des
des autorités de ce type qui vont pouvoir vous en fournir un. Et ce que va contenir la clé, ce sont les informations qui identifient de façon certaine le titulaire de la clé. C'est pour cette raison que très souvent, vous allez devoir vous déplacer en main propre avec un document d'identité et après avoir rempli quelques formulaires et notamment donner des photocopies également de documents d'identité ou des informations précises quant à votre entreprise, pour que quand vous alliez la récupérer, l'autorité qui va délivrer votre certificat pourra attester avec certitude que c'est bien votre identité qui est dans la clé. Donc la clé va contenir en réalité une suite de caractères qui vous identifiera de façon certaine. Une fois que vous avez cette clé et que vous souhaitez signer un document, imaginons vous souhaitiez signer donc le document à signer, admettons que ce soit un PDF. Ce que vous allez devoir faire, c'est charger ce document sur un outil de signature, qu'on appelle aussi parapheur électronique, rentrer votre clé et rentrer le code PIN qui va attester que c'est bien vous le possesseur de la clé. Ce que va faire l'outil de signature, c'est il va prendre des bribes du document à signer et en faire une suite de caractères informatiques qui va également attester de façon certaine qu'il s'agit bien de ce document-là. Il va récupérer les informations contenues dans la clé, qui vous identifient de façon certaine, et il va horodater le tout. Ce qui fait que ce qui va sortir de l'outil de signature, ça va être votre document original et un nouveau fichier contenant à la fois les informations du titulaire de la clé et les informations afférentes au document. Donc, pour bien comprendre, quand vous signez électroniquement un document, vous n'altérez pas, comme c'était le cas en papier, vous rajoutiez quelque chose sur le document, vous n'altérez pas le document existant. En revanche, vous créez un nouveau fichier qui va attester et qui va se référer à ce document-là. Pour ce qui est de la signature électronique, concernant le cadre légal, donc depuis 2016, les marchés publics peuvent être signés électroniquement. Enfin, ça a été réaffirmé en 2016, c'était le cas bien avant, mais ça a bien été réaffirmé. En revanche, le ministre de l'économie au Sénat a affirmé le 16 juin 2016, donc 3 mois plus tard, que la signature des offres des candidats à un marché public n'était plus obligatoire. Ce qu'il en est ressorti en pratique, c'est qu'elle n'est plus par défaut obligatoire, donc ce n'est pas un motif suffisant pour déclarer votre offre irrégulière. En revanche, si l'acheteur vous la demande, vous êtes tenu de signer le marché. Donc, c'est primordial pour se préparer à la dématérialisation d'avoir un certificat électronique et de signer les offres dès que l'acheteur va vous la demander. Un point qui est très important également, il faut que votre certificat soit valide jusqu'à l'attribution du marché. Quand vous allez obtenir un certificat électronique, vous allez l'obtenir pour une durée limitée. Alors, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de votre fournisseur. Si vous avez une clé de signature qui est valable jusqu'au 30 octobre, que vous signez votre marché public le 20 octobre, et que l'attribution ou la commission ne se réunit que le 15 novembre, c'est un motif suffisant pour écarter votre candidature et la déclarer irrégulière. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance quand vous vous dotez d'un certificat. Pensez bien à vous mettre un pense-bête pour vous assurer qu'il soit valable systématiquement quand vous signez, encore au moins 2 mois ou 3 mois après la date à laquelle vous avez déposé vos clés. Quelle signature utiliser enfin? Ça, toutes les autorités de régulation pourront vous guider sur votre choix. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des référentiels de sécurité et des exigences minimales quant à ces clés. Ce qui est recommandé historiquement, c'était le référentiel RGS 2 étoiles pour Règlement général de sécurité, qui était une norme française et qui, de la même façon, et dans la même logique que le DUM ou dans la même logique que la démat en général, depuis le 12 avril 2018, on est passé à un autre référentiel, le référentiel EDAS, qui lui est un référentiel européen. Pas d'inquiétude si vous êtes déjà doté d'un référentiel ou d'une clé RGS 2 étoiles, elles resteront valables jusqu'à leur date de fin de validité et simplement au moment du renouvellement, pensez, mais ce sera assez naturellement proposé de toute façon par les autorités de certification, à demander et à vous assurer que c'est bien une clé de signature EDAS qui vous sera fournie. Donc voilà pour la seconde étape, l'étape de signature des pièces. La troisième étape, enfin, va avoir attrait au dépôt ou à la transmission des pièces. Et c'est là où on va passer le plus de temps, puisque c'est là en réalité où les candidats au marché rencontrent le plus fréquemment des difficultés.
Ce que vous avez sous les yeux, c'est une liste non exhaustive des différents profils d'acheteurs que vous allez pouvoir rencontrer quand vous allez vouloir déposer un dossier. Par profil acheteur, on entend la passerelle, le moyen électronique qui est mis à disposition de votre acheteur pour que vous puissiez transmettre votre candidature. Donc, ce qu'on voit ici, alors, voilà, vous avez sur les colonnes de gauche, c'est pas très clair, mais je pourrais vous donner, si vous le souhaitez, un fichier plus détaillé à la fin de ce webinaire. Sur les colonnes de gauche, vous avez les différents éditeurs de passerelle, et sur les colonnes de droite, les URL qui se réfèrent donc au pouvoir adjudicateur. On en a recensé un peu plus de 400 différentes, et on va voir maintenant en détail comment est-ce qu'il faut appréhender ces passerelles et quels sont les points de vigilance qui sont liés à ces passerelles. Donc, sur les profils acheteurs, vous allez avoir plusieurs étapes qu'on va détailler pour être capable de déposer. La première, ça va être tout simplement d'identifier sur quel profil acheteur est-ce qu'il faut que vous déposiez votre candidature. Cette identification, vous allez pouvoir la faire depuis le règlement de consultation, généralement, où l'acheteur est tenu de vous préciser l'adresse URL qui va pointer vers son profil. Donc, il va falloir regarder dans le règlement de consultation et s'assurer que vous êtes bien au bon endroit pour déposer. Une fois que vous avez identifié le profil acheteur, il faudra soit vous inscrire, si c'est la première fois que vous rencontrez cette passerelle. Alors là, un point de vigilance, étant donné que ces profils sont généralement, en tout cas pour certains, sécurisés, ils peuvent vous exiger des documents ou des informations et vous pouvez avoir un temps de latence entre le moment où vous les renseignez et le moment où vous allez recevoir un mail attestant de votre inscription. Donc, si vous envisagez de déposer un pli sur une passerelle que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller bien en amont, vous assurer que votre inscription s'est bien déroulée pour être sûr qu'il n'y aura pas de difficulté par la suite. Si vous êtes déjà inscrit sur cette passerelle, bien, il faudra simplement s'y connecter via vos identifiants et vos mots de passe. Cette étape-là peut présenter une difficulté dans le cadre des cellules marché. Si vous êtes dans une entreprise, vous êtes peut-être 4 ou 5 personnes à déposer régulièrement des offres, eh bien, il va falloir se partager tous ces identifiants et ces mots de passe que vous allez accumuler au fil des inscriptions. Et une des difficultés qu'on peut y trouver, ça va être dans le fait que pour des raisons aussi de sécurité, les passerelles vont bien souvent exiger que vous mettiez à jour votre mot de passe, parfois tous les mois, parfois tous les 6 mois. Et bien souvent, étant donné qu'un même éditeur peut éditer plusieurs passerelles, il peut arriver que la modification de votre identifiant et votre mot de passe sur une passerelle emporte automatiquement modification sur la seconde, mais pas forcément sur la troisième. Donc, pensez, quand vous travaillez à plusieurs, à bien partager un fichier et à bien le tenir à jour. Une fois que vous êtes inscrit ou connecté sur cette passerelle, eh bien, il va falloir identifier le marché auquel vous souhaitez répondre. La même chose, c'est une difficulté qui n'est pas insurmontable, mais qui peut prendre un peu de temps, étant donné que les profils acheteurs ne sont pas que des espaces de dépôt. Ça peut être aussi l'espace où la collectivité publique va choisir de déposer également ses offres. Ça peut être un espace où elle va déposer également une newsletter. On peut avoir même le Républicain Lorrain, qui est un organe de presse régional qui dispose d'un espace pour déposer les pièces. Donc, il va falloir naviguer, identifier l'espace qui correspond à l'espace de dépôt de vos dossiers. Et une fois que vous êtes ici, identifier le bon marché pour être sûr de déposer au bon endroit. Ça paraît anecdotique, mais on rencontre parfois des entreprises qui ont perdu des marchés simplement parce qu'ils ont confondu et n'ont pas répondu au bon marché proposé par l'acheteur. Autre point, ce qui va vous être systématiquement proposé par les passerelles et ce qui est une exigence légale pour la constitution d'une passerelle, c'est un espace dit bac à sable qui vous permettra en réalité de réaliser des dépôts de tests. Donc cet espace-là, il va vous permettre de faire semblant de déposer. Ce qui est recommandé, c'est généralement de faire ça 48 heures avant pour vous assurer que vous maîtrisez bien la procédure qui est exigée par la passerelle et que vous allez ensuite pouvoir bien déposer pour de vrai. Donc, c'est une étape qui paraît superflue, mais qui peut vous permettre d'identifier des problèmes qui peuvent être assez longs et chronophages à résoudre et qui vont avoir attrait à l'étape suivante, qui est l'étape du paramétrage du poste.
quarantaine d'éditeurs que je vous mentionnais, hein, qui ont réalisé tous ces profils acheteurs, ne se sont pas assis autour d'une table pour se mettre d'accord sur quelle version de navigateur ils allaient supporter, sur quelle allait être la façon dont ils allaient proposer le fameux parapheur électronique dont on a parlé juste avant. Ce qui fait que vous pouvez régulièrement avoir des exigences de mise à jour de Java, d'installation d'un applet de signature sur votre poste, de navigateur pas compatible. Et la même chose, si vous êtes administrateur de votre poste, si vous avez la main et si vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sera simplement une étape qui sera un peu chronophage, mais qui ne sera pas bloquante pour vous. En revanche, si vous êtes doté d'un service informatique qui soit interne ou externalisé, eh bien, il va falloir faire une passe avec le service informatique pour leur expliquer que vous avez en urgence besoin d'une mise à jour, puisque dans le cas contraire, vous ne pourrez pas transmettre votre offre. Donc, même chose, c'est un point qui est un vrai point de vigilance de votre côté. Vous assurez que votre poste de travail pourra bien assurer le dépôt de l'offre. Une fois que le poste est bien paramétré, vous allez pouvoir aller identifier la structure de réponse qui est attendue par la passerelle. Et de façon générale, identifier les contraintes qui vont vous être imposées par la passerelle dans votre dépôt. Ces contraintes-là, elles peuvent être de 3 ordres. Le premier, ça va être la structuration de votre dossier de candidature. Donc, ça peut être une enveloppe globale, une enveloppe administrative et une enveloppe offre, une enveloppe administrative et une enveloppe par lot. Il y a 5 ou 6 possibilités différentes comme ça qui vont conditionner la façon dont vous allez structurer votre dossier. Même chose, certaines passerelles peuvent vous contraindre à n'utiliser que des formats de fichiers spécifiques ou à interdire par exemple le zip ou au contraire l'obliger. Et enfin, il peut arriver que vous ayez des passerelles qui aient des exigences quant au poids de vos fichiers ou au poids de votre dossier. Certaines passerelles vont vous imposer un poids maximum de fichiers de l'ordre de 40 mégas ou un poids maximum de dossiers de l'ordre de 500 mégas. Cette information, vous devez la récupérer depuis la passerelle. C'est très important parce que, comme on l'a vu, la plupart des pouvoirs adjudicateurs se sont dotés d'un profil acheteur il y a maintenant 6 ans ou 7 ans. Et évidemment qu'ils ne vont pas passer tous les mois de l'autre côté de la barrière pour faire semblant de déposer et pour garder une idée fraîche de comment ça se passe côté candidat. Donc il se peut, à cause du turnover ou pour des tas de raisons, avoir complètement oublié les exigences de la passerelle. Donc ils peuvent très bien vous proposer dans le règlement de consultation OK pour une enveloppe globale. Donc vous constituez votre dossier sous la forme d'une enveloppe globale. Au moment où vous arrivez au pied de la passerelle, vous vous rendez compte que non. Elle, ce qu'elle exige, c'est précisément ce que je vous ai mentionné, une enveloppe candidature, une enveloppe offre. Même chose pour le poids des fichiers, ça peut ne pas être mentionné dans le RC, être une exigence de la passerelle. Donc pour ça aussi, pensez bien à identifier cette information en amont pour pas vous retrouver le jour où vous désirez déposer, donc peu de temps avant la date limite de dépôt, obligé de repenser vos dossiers, de les scinder en deux ou de repenser le dispatching de vos pièces. Un point suivant sur les passerelles, donc une fois que vous avez identifié la structure, ça va être de charger et de signer les pièces. Donc ces 2 étapes peuvent se faire dans un ordre ou dans l'autre, en fonction des passerelles. Vous avez certaines passerelles pour la signature qui vont vous permettre de charger toutes les pièces en même temps et de les signer en même temps. Vous avez d'autres passerelles qui vont exiger de charger les pièces une par une et de les signer une par une. Vous en avez d'autres encore qui vont vous demander de commencer par aller signer sur un espace spécifique vos pièces, demander la récupération d'un jeton de signature et ensuite charger vos pièces avec ce jeton de signature. Donc, une fois que vous avez l'habitude, ça peut aller assez vite. Mais en revanche, c'est un vrai point de vigilance, de la même façon que c'est au moment de la signature, bien souvent, que vous allez vous rendre compte qu'il faut télécharger quelque chose ou qu'il y a une version d'un outil sur votre poste qui n'est pas forcément à jour. Le point suivant, qui peut arriver, comme je vous disais, à peu près en même temps, c'est au niveau du chargement du dossier. Donc pour le chargement du dossier, même chose. Ça va être dépendant de vous, votre débit, mais aussi du débit qui est proposé par la passerelle et du nombre de personnes qui tentent de déposer en même temps que vous. Donc il peut arriver d'arriver à charger votre dossier en quelques minutes, comme, et ça a été le cas assez fréquemment dans des entreprises que j'ai pu rencontrer, passer 1 heure, voire 2 heures ou 3 heures parfois à tenter de charger les pièces et avoir un débit qui est très lent ou une connexion qui coupe, donc vous devez tout recommencer. Et c'est un temps que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Vous n'allez pas pouvoir vous dire en amont,
bon, ben celle-là, je sens que ça va durer 10 minutes. Donc, systématiquement, ce qu'il est recommandé, alors à la fois par le guide très pratique de la démat, les textes, les passerelles, c'est d'être capable d'avoir un dossier dans un monde idéal, et près 48 heures avant, pour se prémunir contre toutes ces éventualités. Un point important aussi, un des avantages pour le coup de la dématérialisation, c'est que vous pouvez déposer plusieurs offres. Donc n'hésitez pas, si vous avez un dossier qui est prêt, à le déposer, quand bien même vous vous exposez à ce qu'il y ait une modification des prix de dernière minute ou un ajustement de votre offre technique. Pourquoi? Parce que la règle dans la dématérialisation, c'est que chaque dossier écrase le précédent. Si vous avez déjà réalisé un dépôt et que pour le même marché et avec le même identifiant, vous en réalisez un nouveau, eh bien ça écrasera automatiquement le précédent. C'est un avantage pour arriver à anticiper et, comme je vous l'ai dit, pouvoir déposer en amont. En revanche, c'est un vrai point de vigilance à avoir. Ne pensez pas que vous pouvez charger une première moitié d'un dossier, ensuite revenir et charger la seconde moitié, parce que la seconde moitié écrasera la première. Un dernier point enfin, une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes, ça va être de récupérer la preuve de dépôt qui va vous être proposée par la passerelle. Dans cette preuve de dépôt, ce que vous allez retrouver, ça va être bien souvent simplement un listing des pièces que vous avez déposées. Ça va attester que vous avez bien déposé quelque chose, mais ça ne va pas sécuriser pour autant votre dépôt. Si demain, il y a un virus sur le dossier que vous avez déposé, ou s'il y a une pièce qui s'est mal téléchargée, et donc l'acheteur public ne peut pas avoir accès à cette pièce, ce sera un motif pour déclarer votre candidature irrégulière. Un élément qui a été mis en avant par les textes et la solution qui est proposée aujourd'hui, c'est l'envoi en parallèle de votre dossier en démat d'une copie de sauvegarde. Une copie de sauvegarde, ça va être votre dossier à l'identique, de celui que vous avez déposé, mais qui sera transmis par support physique à l'acheteur. Par support physique, on peut entendre clé USB, sur CD, ou même en papier. Et vous allez devoir, pour sécuriser le dépôt, envoyer la copie de sauvegarde dans un pli, avec la mention sur l'enveloppe copie de sauvegarde, et elle devra arriver avant la date limite de dépôt à l'acheteur public. Si elle arrive après la date, il ne pourra pas l'analyser. Si elle arrive avant et qu'il n'y a pas eu de problème sur votre dépôt en démat, il ne pourra pas non plus l'analyser. Le seul cas où il pourra l'ouvrir, c'est si vous avez bien tâché de déposer dans les temps, qu'il a bien reçu la copie de sauvegarde dans les temps, mais qu'en revanche, pour une raison ou une autre, il ne peut pas accéder à votre dépôt en dématérialisé. L'intérêt de cette copie de sauvegarde, c'est de vous prémunir contre les aléas de l'informatique, que ce soit un virus, un état d'un fichier, ou même une indisponibilité de la passerelle sur une petite plage de temps. C'est un élément qui est à la fois primordial, puisque ça peut vous permettre de ne pas perdre un marché pour toutes les raisons qui peuvent exister à cause de la démat. Et en même temps, c'est complètement absurde, étant donné que vous vous retrouvez à devoir faire exactement l'inverse de la philosophie de la démat, c'est-à-dire déposer quand même quelque chose en physique pour sécuriser ce qui n'est plus en physique. Voilà. Alors, selon les entreprises, il n'y a pas vraiment de règles. Certaines envoient systématiquement des copies de sauvegarde, d'autres n'en envoient jamais. Certaines décident de mettre un cap au-delà duquel on considère qu'un marché est stratégique, et dans ce cas-là, il faut le sécuriser. Mais gardez en tête qu'aujourd'hui, par rapport au texte en tout cas, c'est la seule option qui vous permet de sécuriser complètement vos dépôts contre les virus, les états des fichiers et l'inaccessibilité des passerelles. Voilà. Pour les trois éléments qui sont, je pense, les plus différenciateurs entre le papier et les démat, donc la composition, la signature et le dépôt. Merci pour votre attention. Ce webinaire sera disponible sur le site de Sendao, sendao.fr, dans 1 heure ou 2, si vous voulez le partager, si vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions sur le chat, je vais répondre avec plaisir. Et n'hésitez pas également à me mentionner s'il y a d'autres sujets un peu plus spécifiques sur lesquels vous aimeriez qu'on ait une nouvelle session de ce type-là, sur un format assez court, je pense que c'est le mieux. Typiquement sur le DUM, sur peut-être plus en détail la signature électronique, sur les évolutions qui doivent être apportées à la constitution de vos pièces en général par rapport à la démat et au fait que bien souvent maintenant, les acheteurs vont lire vos documents
sur un format qui sera un format électronique. Donc il y a évidemment un travail à faire au niveau de la mise en page et des choses comme ça. Et je me tiens à disposition. Je vais commencer par lire vos questions et tâcher d'y répondre. Merci beaucoup. Bon, pas tant de questions que ça. Donc j'imagine que ça c'est parce que j'ai été clair, soit parce que vous connaissiez déjà tout. Par rapport au Mac, alors on peut dans l'absolu travailler sur un Mac. La difficulté qui va se poser, c'est précisément sur tout ce qui va être les plugins ou les choses que vous allez devoir installer pour être en conformité avec les passerelles. La plupart des cabinets d'architectes que j'ai pu rencontrer, qui travaillent typiquement beaucoup sous Mac, hein, ont fini par abandonner et partitionner un de leurs ordinateurs pour avoir une session sous Windows et être capable de pas être confronté à toutes ces difficultés. Alors sur le point spécifique du Mac et de façon générale hein, sur la démat, si vous souhaitez avoir des informations sur les solutions qu'on peut vous proposer, n'hésitez pas à me contacter. Hein, vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail et je me ferai un plaisir de vous présenter les solutions que Sendao est capable de vous apporter pour pallier à la plupart de ces difficultés. Je note bien qu'il serait que vous pouvez avoir un intérêt pour un webinaire à propos du DUM. Ce sera avec plaisir, certainement le mois prochain. Alors bonjour, si nous déposons un nouveau dossier et que nous commençons à charger et que la fin du dépôt se fait pendant, est-ce que cela écrase le dernier dépôt? Je ne comprends pas cette question, du coup je vais la relire, je pense, dans ma tête. Vous déposez un nouveau dossier. Est-ce que vous pouvez réécrire cette question peut-être? Jacob, Monsieur Jacob. Très bien pour le webinaire. La fin du dépôt et après l'heure limite. Alors non, ouais, c'est la fin du nouveau dépôt et après l'heure limite. Il y aura le précédent qui sera conservé. C'est pas le début du chargement, c'est bien la fin du chargement qui écrase le précédent. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, merci encore d'avoir participé à cette petite présentation. Et à bientôt donc pour un webinaire sur le DUM ou autre. Oui, alors Sabine Hetzel a une question, je ne sais pas trop comment... Très bien, très bien. Mais écoutez, si vous aussi vous êtes intéressé par le DUM, ça me donne d'autant plus envie de me mettre à concevoir les slides suffisants pour pouvoir vous proposer quelque chose d'intéressant là-dessus. Alors pour le DUM, j'imagine que ce qui serait le plus intéressant, ce serait pas forcément quelque chose de magistral, mais plutôt de façon assez pratique qu'on essaie de remplir un DUM ensemble, ce qui me semble le plus pertinent, plutôt que de vous donner les grandes dates de l'épopée du DUM, que vous ayez une vision vraiment pratique de comment remplir le DUM. Je vais m'y atteler et je vous propose certainement un rendez-vous le mois prochain. Oui, exactement, en fait, qu'on passe chaque page du DUM et qu'on voit comment est-ce qu'on peut récupérer ces informations. Est-ce que ce sont des informations réutilisables ou est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce que ce sont des informations systématiques ou optionnelles, etc. Alors, si nous utilisons la signature électronique et que dans le RC est indiqué de paraffer des docs et de mettre un tampon, doit-on les mettre? Un scan de signature physique n'a aucune valeur juridique. Donc ça, typiquement, on est dans le cas d'un acheteur public qui est rassuré par le fait de voir effectivement un gris-gris en bas de la page. Alors, s'il veut le faire, faites-le. Mais en revanche, ne pensez pas qu'en faisant ça, vous pouvez vous passer de la signature électronique, puisque c'est un motif je vous dis, d'irrégularité potentiellement, si jamais il mentionne la signature. Donc faites bien attention à ça. Ça peut être rassurant pour vous comme pour les acheteurs d'avoir un gris-gris en bas de page, mais c'est pas ça qui va remplacer le fait de signer électroniquement. Je
je ne connais pas Sendao, mais en fait, qu'offrez-vous exactement? Oui, en fait, ce qui est principalement proposé par Sendao, ça va être l'équivalent d'une passerelle unique de dépôt qui va donc à la fois vous permettre de vous passer de toutes les contraintes qui sont liées à la diversité de ces passerelles-là, et également de vous proposer un moyen de sécuriser vos dépôts. On a toute une palette de services autour. Si vous le souhaitez, je pourrais prendre contact avec vous par la suite pour vous expliquer ça un peu plus en détail. Si on met pas le tampon, est-ce un motif de rejet? Non. Dans l'absolu, c'est pas un motif de rejet. En revanche, évidemment que si jamais l'acheteur il vous le demande, le but, ça reste quand même d'accéder à ces exigences, même si en l'occurrence, elles sont un peu farfelues. Pas quelque chose d'hyper contraignant, je pense, de simplement positionner un tampon, donc je vous invite à le faire. Est-ce que Sendao nous permet d'identifier les marchés également? Non, mais nous avons une cellule qui est dédiée à la veille au marché public. Peut-on signer électroniquement, même si ce n'est pas précisé dans le règlement de consultation? Si la passerelle le prévoit, oui. Vous avez de toute façon l'espace de signature qui est disponible dans la passerelle. Effectivement, vous pouvez signer. En revanche, on ne pourra pas vous en vouloir et vous reprocher de ne pas avoir signé si jamais ce n'est pas précisé dans le RC. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Si ça vous rassure de signer systématiquement dans le doute, faites-le. Mais il n'y aura jamais aucun dépôt qui pourra être déclaré comme irrégulier parce que vous ne l'avez pas signé, si jamais ce n'est pas demandé dans le règlement de consultation. Peut-on envisager un webinaire sur les différentes façons de signer électroniquement avec des exemples? Écoutez, j'étais en train de regarder comment également proposer un format de webinaire avec ChamberSign, précisément, qui est un de nos partenaires, qui a une meilleure connaissance du sujet de la signature électronique que moi. Je vais lui en faire part et je reviendrai vers vous sur ce point précis pour voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Y a-t-il une version spécifique de Java? Non, et en fait c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que vous avez, je crois qu'on a la version 12 ou 13 de Java aujourd'hui, mais c'est pas une mise à jour automatique de l'outil. Ce qui fait que vous pouvez avoir des passerelles qui vont exiger la version 9 de Java pour que vous puissiez déposer, et la passerelle suivante la version 13. Dans ces cas-là, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas non plus de rétrocompatibilité dans Java. C'est-à-dire que si vous êtes doté de la version 13, vous ne pouvez pas signer ou faire tourner Java 9. Et c'est ça qui est pénible. Alors, chose un peu ironique, étant donné que les éditeurs de passerelles se parlent assez peu entre eux, ce qui se passe, c'est qu'individuellement, ils vont recevoir des plaintes des utilisateurs tels que vous, qui vont leur dire, écoutez, Java, on en a un peu marre. Et donc, vous avez quelques éditeurs qui se sont dit, je vous ai compris, on va arrêter Java, on va passer sous ActiveX. Sauf que, tous les éditeurs ne sont pas passés sous ActiveX, et que deux, globalement, ActiveX, c'est exactement le même problème. Il n'y a pas de rétrocompatibilité et ça exige les droits admin pour la mise à jour. Donc en fait, là où ils ont pensé résoudre un problème, ils l'ont juste rendu un peu plus complexe, ce qui est un peu dommage. Peut-on également aborder d'autres thèmes autres que le Doom? Oui, au contraire, si vous avez d'autres thèmes en tête et si vous ressentez le besoin d'avoir des informations sur d'autres sujets. Alors, je vous promets pas d'être capable de répondre à tout, évidemment, mais n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous répondrai en tout cas sur mes compétences pour traiter les sujets que vous envisagez. J'espère que j'ai oublié aucune question et que j'ai répondu à toutes celles que vous vous posiez. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à me contacter pour qu'on puisse discuter un peu plus longuement. Je vous remercie vraiment de votre participation et du fait que vous m'ayez posé pas mal de questions. Et à bientôt donc pour un webinaire sur le Doom. Alors oui, dernier point, vous avez demandé à ChamberSign, il ne faut aucune formation sur le sujet. Effectivement, ils vont pas mobiliser quelqu'un pour une journée de formation, ils sont pas structurés pour ça, c'est pas leur métier. En revanche, ce type de format assez court, qui est plus informatique, peut avoir une journée complète et magistrale avec un long déroulé. C'est quelque chose dont on a déjà discuté. Je vous promets pas que ça va se faire, mais en revanche, ils étaient loin d'être fermés au fait qu'on puisse co-animer, encore une fois, sur un format court, sur le thème de la signature électronique. Donc même chose si Pascal, Monsieur Pascal, si vous avez
des points spécifiques d'interrogation qui sont liés à la signature électronique, moi je suis très preneur parce qu'au contraire ça pourra alimenter l'orientation de la présentation qu'on pourrait faire avec Chambersen éventuellement. Madame Pascal. Merci encore une fois. Passez bon appétit et bonne fin de journée. Au revoir.